Hop, mon chapeau. Mon chapeau, mon chapeau. Aujourd'hui, les hommes sont entièrement responsables de la bonne santé de la nature. Car depuis des milliers d'années, ils agissent sur elle, et trop souvent même, de façon excessive. J'ai entendu dire que dans les gorges de l'Allier, les hommes essayaient de se racheter. Alors je mène l'enquête, et j'ai rendez-vous avec 2 détectives de choc, Julia et Amélie. Tu le connais, lui? Ben oui, c'est Michel. Notre aventure nous conduira jusqu'en Amazonie et au Bangladesh. On aime bien se promener ici parce que la nature, elle est belle. C'est vrai qu'elle est jolie. D'ailleurs, quand on parle de la montagne, on en parle souvent comme d'un milieu, un monde dans lequel la nature est sauvage. Mais en fait, quand on la regarde d'un peu plus près, comme ça, on se rend compte que les hommes jouent un rôle important dans cette nature. Mais cependant, tout se passe bien quand même apparemment, puisqu'on voit des forêts, on voit aussi des landes, et là où la forêt recule, la lande s'installe, une lande à genêts. On voit également des gros tas de pierres envahies, c'est du granit, envahies par des genêts également. On voit des prairies, on voit des petits ruisseaux qui coulent. Alors c'est ce qui fait la richesse de cet endroit. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que naturaliste, j'aime bien être là parce qu'il y a des biotopes bien visibles. C'est quoi des biotopes? Alors un biotope, c'est un milieu physique dont les limites sont assez clairement définies. Ça représente des tâches dans le paysage. Et ce que je vous propose, c'est justement d'aller voir un biotope de près. Voilà un bel espace rempli de biotopes. La prairie est un biotope. Cet îlot tout vert là-bas, en fait, c'est du genêt, avec de gros blocs de granit. Ça aussi, c'est un biotope. Il est bien marqué, celui-là. Et ce qu'on voit là-bas, ces murs en pierre sèche, sont aussi des biotopes. Julia et moi, on habite la montagne parce que Langeac, c'est pas très loin d'Esplantas. Et Esplantas, c'est à 1094 mètres quand même. Oui, mais vous avez la chance d'habiter la montagne. Parce que la montagne est un lieu extraordinaire, indispensable à la nature. Et on considère, on a fait des études là-dessus, qu'un quart de la planète est recouvert par des montagnes dont l'altitude dépasse 900 mètres. C'est grâce à la montagne que la biosphère est complètement vivante et très riche. C'est quoi la biosphère? La biosphère, c'est justement la couche de vie qui enveloppe la planète. Et l'homme fait partie de cette biosphère. Il est à l'intérieur d'elle. Mais on va jouer là un petit peu. La montagne, à quoi elle sert finalement dans la nature? À arrêter le vent, la pluie, et elle crée des turbulences. Tout à fait, elle agit sur les climats, bravo. Elle crée des turbulences, et ces turbulences agissent évidemment sur l'environnement. C'est sur la montagne qu'il pleut, c'est sur la montagne qu'il neige, c'est sur la montagne qu'il y a de la glace l'hiver. Cette glace qui fond petit à petit au printemps et qui... Et c'est grâce à elle qu'on a l'eau là-bas. Voilà, qui redonne, qui remet dans la nature de l'eau liquide. Ce sont les sources, les torrents, les rivières. Et en même temps, ces eaux liquides, ils vont transporter jusque vers la plaine en aval des limons qui vont nourrir le sol. Donc vraiment, la montagne est un endroit indispensable à la vie sur Terre. Et la rivière alors? Est-ce que c'est un biotope? Non, la rivière n'est pas un biotope. Dans la rivière, il y a des biotopes. Par exemple, un tas de rochers, c'est un biotope. Un lit de sable et de gravier est un biotope. Il y a des endroits dans la rivière où il y a de véritables prairies de plantes aquatiques. Voilà, on est en face d'un autre biotope. Donc la rivière rassemble en quelque sorte un grand nombre de biotopes. C'est ce qu'on appelle un écosystème. Mais ce qui est très déterminant pour une rivière, c'est la vitesse de son courant. Vous voyez, là, on est face à un torrent, le courant est très rapide, il va agir sur la vie. La vie va s'organiser d'une certaine manière. Dans une rivière où le courant est très lent, la vie va s'organiser autrement. Vous avez remarqué que le courant est beaucoup plus fort ici
à l'endroit où la rivière est étroite, alors qu'il se ralentit quand elle s'élargit. En fait, c'est le courant qui dessine la rivière, c'est lui qui fabrique ses méandres. Mais c'est lui aussi qui sape les berges. Alors de temps en temps, il est tellement fort qu'il creuse à l'intérieur des berges. Alors ça fait des abris pour des animaux qui viennent quelquefois se reproduire à l'intérieur. Mais au bout d'un moment, paf, la berge s'effondre. Et on en a un bel exemple ici. Oui, mais c'est quand même mieux que les rivières bétonnées. Ah là, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a franchement rien dans cette rivière, hein? Ouais, t'as raison. Que des végétaux et de l'eau. Qu'est-ce qu'il nous a encore raconté? Il y a absolument rien. Mais si, il y a de la vie. Il suffit d'arracher un peu de végétation pour se rendre compte qu'à l'intérieur, eh bien, ça grouille, il y a foule. Il y a des vers, il y a des larves d'insectes, il y a des gamarres, ces petites crevettes qui marchent sur le côté. Puis il y a aussi des friganes, ces larves qui ont fabriqué un fourreau minéral, d'ailleurs que les truites ne doivent pas digérer, alors qu'elles en sont friandes de ces friganes. D'ailleurs, les pêcheurs vont les extraire du fourreau pour partir à la pêche. Puis de tout ce petit monde connaît des prédateurs, notamment le verron, aussi la loche. Et puis là-dedans, la reine, c'est qui? C'est la truite. Elle met tout le monde d'accord, elle s'attaque à tout ce qui bouge. Michel, on a trouvé des drôles de moules. Et en 2 morceaux. Ah oui, ce sont des moules d'eau douce. Enfin, c'est une moule d'eau douce, hein. Vous avez trouvé la bête dans son ensemble. C'est un mollusque, c'est un bivalve, hein. Et je peux même vous dire qu'il s'agit d'une moule perlière. Et c'est une espèce en voie d'extinction. Parce que comme son nom l'indique, elle fabrique une perle, cette moule. En manque de chance pour les gens qui la récoltent, il en faut 1000 pour trouver une perle. Donc vous voyez, ça ne vaut vraiment pas la peine d'aller la récolter. Mais elles sont en voie d'extinction parce qu'elles ont été abondamment recherchées, mais aussi parce que beaucoup de rivières sont polluées aujourd'hui. Et ça, évidemment, la pollution, elle ne supporte pas. Mais quand on trouve des moules comme ça, on est sûr de 2 choses. D'abord, il y a une loutre pas loin, parce que c'est elle qui l'a sortie de l'eau pour la manger. Et puis, on est certain que l'eau de la rivière est très oxygénée et est parfaite. Il n'y a pas du tout de pollution dans cette rivière. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, non, ça va. Ça, Michel, c'est l'Allier. Le paysage est vraiment très très beau. C'est vraiment saisissant, d'autant plus qu'on voit très très bien la rivière. Mais vous savez qu'il y a 300 millions d'années, il y avait ici une chaîne de montagnes énorme. Elle filait sur plusieurs centaines de kilomètres, elle faisait plusieurs milliers de mètres de haut. C'était le massif hercynien. Et bien depuis ce temps-là, cette montagne a été usée par l'érosion. Et puis il y a seulement à peine 3 millions d'années, c'était hier quasiment, hein, eh bien le magma qui se trouve encore aujourd'hui sous nos pieds a subi des poussées énormes et il est remonté à l'intérieur de failles. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des éruptions volcaniques et le paysage a été redessiné. Alors, des coulées de lave sont apparues, elles ont dégouliné, elles ont comblé la vallée de l'Allier, qui existait déjà il y a 3 millions d'années. Et comblant la vallée de l'Allier, la rivière ne pouvait plus passer. Donc elle est sortie de son lit et elle a creusé un lit un peu plus loin. Elle a contourné l'obstacle. Et ce lit, elle l'a creusé dans une roche beaucoup plus tendre. C'était le socle ancien. Parce que le basalte est vraiment trop dur pour l'Allier. Donc quand on passe d'une rive à l'autre, on change de roche. Il y a un très grand rapace là-bas. Vous le voyez? Ah ouais, là. Ah ouais. Et c'est pas un Milan. Tu me prêtes les jumelles, s'il te plaît, Julien? Oui. Ouais, en fait, c'est un circaète Jean Leblanc. Alors ça, on a beaucoup de chance. On le reconnaît bien parce qu'il a des ailes qui sont plutôt longues, mais aussi larges. Et sa queue est carrée. Alors il est un peu loin. Là, si, maintenant, il se rapproche. Il a une grosse tête, en fait. Et le dessous de son corps est blanc, pointillé. Vous voulez le regarder? Il est capable de manger des serpents qui mesurent 1 mètre de long. Alors il prend son temps, mais il les avale. Et quand on voit cet oiseau dans le paysage, c'est bon signe. Ça veut dire que, d'une part, il y a beaucoup de reptiles, des serpents, des lézards. Mais ça veut dire aussi que le milieu naturel de ces reptiles est bien protégé.
Ah ouais, pas mal. Regarde. Ah zut, attends. C'est pas trop mal, hein. Attends, mais regarde, Michel. Et regarde, ça c'est du basalte. C'est même un orgue basaltique. Ouais, c'est très très beau. Et ces orgues basaltiques sont habités. On voit plein d'oiseaux voler là, surtout ici. Et ces oiseaux, ce sont des hirondelles. Il y a des hirondelles des rochers, et puis il y a aussi des hirondelles de fenêtres. Où est-ce qu'elles habitent normalement, les hirondelles de fenêtres? Sous nos toits ou sous nos fenêtres? Bien sûr, elles utilisent l'habitat des hommes. Aujourd'hui, que les maisons sont ravalées, les façades sont ravalées, alors on détruit les nids d'hirondelles et on les empêche de s'installer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hirondelles de fenêtres sont quasiment en voie de disparition dans certaines régions. Mais comme ici dans l'Allier, elles ont toujours habité là, il n'y a pas de problème. Bah dis donc, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux par ici. Ben oui, mais il est encore tôt dans la saison. Au mois d'avril, arrive sur cette gravière un petit oiseau qu'on appelle le petit gravelot. Il arrive d'Afrique tropicale. Il passe l'hiver là-bas tranquille au soleil, à la chaleur. Après, il débarque là. Il est très discret d'ailleurs comme oiseau. Il n'est pas facile à découvrir, sauf quand il se déplace. Il a un vol très très rapide, comme ça en zigzag. Donc là, il alerte. C'est comme ça qu'on peut le repérer. Ils doivent être mignons. Ah oui, ils sont mignons, surtout avec leur petit collier noir. Ils sont un peu rondelets comme ça. Et puis quand le couple se forme, la femelle pond des œufs, évidemment. Elle en pond 4 dans une dépression naturelle. C'est pas elle qui creuse le sol, elle s'installe dans un trou qui est déjà fabriqué par la nature, par le vent. Là-dedans, elle met 4 œufs. Et quand tu regardes les œufs comme ça, tu as l'impression de voir des cailloux. Mais ce qui est amusant, c'est quand les œufs éclosent, sortent des petits poussins qui sont de la couleur du sol. Ils sont bruns, pointillés de noir. Et s'ils ne bougent pas, il est impossible de les voir. Ils sont vraiment parfaitement camouflés. Même les prédateurs passent à côté sans les trouver, sauf les serpents. Parce que les serpents ont un odorat très développé et ils les sentent. Et voilà, Qu'est-ce que c'est? une salamandre. Mais je m'attendais à en trouver, mais vous voyez, il faut quand même soulever quelques pierres avant d'en rencontrer. Alors c'est une femelle, très certainement. C'est un amphibien. C'est un animal qui vit dans les milieux ombrés, dans la fraîcheur, dans l'humidité. Alors quand on trouve comme ça des salamandres dans le bois, près d'un ruisseau, on est quasiment certain que l'eau est en très très bon état. Parce que les larves de la salamandre, qui vivent une partie de leur temps avec des branchies, va tomber. ont absolument besoin de vivre dans de l'eau bien oxygénée et très propre. Il faudra que vous lavez les mains après parce que vous voyez comme elle est un peu agacée, elle est stressée. Pour se défendre, elle fabrique un poison qui passe à travers sa peau. Et ce poison, évidemment, c'est pas bien de l'avoir sur les doigts parce que si on lèche ses doigts ou si on se lave pas les mains avant de manger, on l'avale. Allez, vous la posez par terre ou vous la remettez sous sa pierre là-bas plutôt, sans vous casser la figure dans l'eau. Attends, l'écrase pas. Je l'écrase pas, je la tiens à peine. Tu veux pas m'ouvrir le truc? Mais là sur le bord pour ne pas l'écraser. Voilà, Là, ça marche. Voilà, c'est bon. impec. Tout va bien. N'oubliez pas de vous laver les mains.
Mais qu'est-ce que tu regardes? Une crotte de loutre. On appelle ça une épreinte. Et je peux même vous dire qu'elle a mangé du poisson. Et les petits morceaux d'arête à l'intérieur, venez, je vais vous montrer. Elles sont toute une famille à vivre ici. Alors on ne les voit pas parce qu'elles sont à 100% nocturnes. Il est impossible de les voir dans la journée. En ce moment, elles habitent dans les failles, là, sous les rochers, probablement. Elles se nourrissent de poissons, hein, de coquillages aussi. Et elles sont protégées. Les loutres sont en voie de disparition partout en France. Et là, elles sont particulièrement protégées. À tel point qu'il est absolument impossible de mettre un canoë ou un raft à l'eau après 18 h et jusqu'à 10 h du matin le lendemain. Et les gendarmes veillent, hein. Ils font très très attention, ils font des rondes régulièrement en raft aussi pour voir que la réglementation soit respectée. Il est même interdit de faire des bivouacs sur le bord de Dalier à cet endroit. Alors si vous voulez voir des loutres, il faut prendre l'avion, il faut aller dans le delta du Gange et du Brahmapoutre, au Bangladesh, et là vous en verrez dans la journée. Et c'est un endroit assez étonnant parce que c'est une terre à fleur d'eau. Il y a souvent des raz-de-marée qui ravagent tout. Les gens ont du mal à vivre à cet endroit-là. Le milieu est salé, il y a des mangroves, c'est des arbres qui vivent dans le sel, c'est des arbres un peu particuliers. Eh bien figurez-vous que là-bas, les hommes et les loutres vivent ensemble. Les hommes ont domestiqué des loutres, pourquoi? Parce que ce sont d'excellents pêcheurs. Elles arrivent à attraper du poisson dans de très bonnes conditions. Alors ils les ont dressés, ils les élèvent, ils leur donnent à manger, du poisson évidemment, mais en échange, les loutres vont chercher le poisson dans les canaux du Sunderbans, à la place des hommes. Alors ça donne quelquefois des spectacles étonnants quand même. Dis donc, il y a du courant là, hein? Ouais, Ça se t'as resserre. raison. Oh, regarde là. Ah, c'est un simple plongeur. C'est un petit oiseau qui plonge dans l'eau, il va chercher sa nourriture dans le fond. Il est toujours face au courant, puis ça y est, il est parti. Eh ben tant pis. Ah, t'aurais dû parier. Michel, tu savais qu'il y avait des anguilles ici? Je ne savais pas vraiment, mais je ne suis pas étonné. En tout cas, c'est bon signe. Ça veut dire que l'eau est de bonne qualité. Les anguilles ne supportent pas la pollution. La dernière anguille que j'ai vue, c'était en Amazonie, en Amérique du Sud. C'était une anguille qui mesure à peu près 1,50 m, une anguille électrique. Et cette anguille électrique, comme toutes les autres anguilles, ne supporte pas la pollution non plus. Et la pollution là-bas, c'est quoi? C'est du mercure qui est rejeté dans les rivières par les chantiers d'orpaillage. Et dès qu'il y a un peu de mercure, elles meurent, elles disparaissent. Alors ce qui est intéressant au niveau de cette anguille, c'est que justement, elle est électrique et elle recherche des berges qui sont molles parce qu'à l'intérieur de ces berges, elle creuse sa cachette, elle s'installe dans les berges. Comme le niveau de la rivière varie et quand il descend un peu trop, elle fabrique une espèce de gouttière qui part de la rivière et qui va jusque vers leur cachette. Mais pour les faire sortir de leur trou, il faut prendre un bâton parce que justement, elles sont électriques. Et l'électricité est produite par des muscles qu'elles possèdent sur le dos et qui sont montés un peu comme des générateurs en série. Et ces muscles-là, quand elle est agacée, produisent 500 volts. Vous imaginez la décharge que vous prenez si vous la touchez? Il y a de quoi vous paralyser, hein, pas pendant des heures, mais suffisamment pour vous noyer si vous êtes dans l'eau. Donc les anguilles électriques, on les regarde simplement. Bon, heureusement, dans l'Allier, on peut se baigner. Hein. Il n'y en a pas des anguilles électriques. Oh, la caille. Vous êtes un peu frileuse, hein? Non, non, juste à peine. Faut dire que le vent est un peu tonique. Quand même, depuis que nous sommes partis en balade, nous avons vu plein de choses. On a vu des moules perlières. Et ça, c'est important, ça veut dire que l'eau est très bonne, très pure. On sait qu'il y a plein de petites bestioles sous les pierres, on en a vu. Il y a du verron, il y a de la loche, il y a de la truite, il y a même de la loutre. Ça, c'est quand même bon signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allier est en pleine forme. Alors, c'est pas par hasard, c'est certainement parce que dans la région, il y a des hommes qui aiment la nature, hein, qui la protègent et puis qui la restaurent peut-être même aussi. Mon père, il fait partie d'une association pour protéger la nature. Oui, mais c'était temps qu'il se bouge parce que sinon le saumon ne serait plus qu'une légende.
Eh ben oui, eh ben, il y a des gens qui se sont bougés effectivement, hein. Alors ce sont des gens qui habitent ici dans la région, ce sont des associations de défense, ce sont aussi des élus. En 98 ici, il y avait un barrage. Ben, il n'y en a plus maintenant, hein. Il a été détruit parce que les gens se sont mobilisés. Et grâce à la destruction de ce barrage, eh bien, le saumon maintenant peut remonter très très haut dans l'Allier. Et l'année qui a suivi la destruction du barrage, en 1999, ici, à l'emplacement exact du barrage, il y avait déjà une frayère à saumon. Ça, c'est le barrage de Poutès. Bah donc les saumons ont encore du souci à se faire. Il existe encore des obstacles sur l'Allier. Bon, ceci dit, la vallée qui est comblée par de l'eau, ça fait un lac, c'est pas vilain, mais c'est pas naturel. Ceci dit, c'est pas irréversible. En plus, il faut donner un coup de main à la nature. C'est pourquoi les défenseurs du saumon ont mis en point une seule moniculture à Chanteuge. La plus grande d'Europe. Et ils ne se contentent pas de remettre des saumons dans l'Allier, ils en remettent dans toutes les rivières à saumon d'Europe. Parce que le saumon est un poisson menacé dans toute l'Europe. Et la bataille est dure. Et comment vous savez tout ça? Quand ils se sont transformés et qu'ils redescendent toute la rivière Allier, et puis après la Loire pour aller après au Groenland, comme je vous en ai parlé, pendant cette période-là, on les appelle des smolts. Les tacons, les smolts et les saumons. Et à partir du moment où vous savez ça, vous savez tout et on va pouvoir aller regarder des poissons beaucoup plus concrètement. Nous, on a intérêt à faire des poissons qui sont costauds, résistants. On connaît bien Bob et les saumons peuvent le remercier. Et Michel, quand on ressort de là, on a vraiment envie de défendre le saumon. Il n'y a plus de galets plats. Eh bien, on n'a qu'à faire mon barrage. C'est plus intelligent. Tu fais un barrage sur l'Allier? Non, mais juste un truc pour pouvoir passer. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites un Bonjour barrage? Patrick. Oui. Bonjour. Ça va? Ça va pas faciliter la remontée pour les poissons tout ça? Hein? Vous savez que les poissons ils doivent migrer? Et notamment le saumon, bah, c'est un poisson qui naît ici et puis qui s'en va au Groenland. Puis à un moment donné, il faut qu'il remonte pour pondre. Alors il y en a certains qui ont pondu pas très loin d'ici. Mais pour remonter, bah, il faut qu'il puisse. Il faut pas qu'il y ait d'obstacles. Oui, mais en tout cas, ce barrage est facile à démonter. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Ça, c'est vrai que c'est un barrage qui est extrêmement simple. Puisqu'il est question de barrage, Patrick, est-ce qu'on peut dire que l'Allier est une rivière libre? Alors libre, on parle de libre à la circulation des poissons. Elle est de plus en plus libre. Il y a eu beaucoup d'aménagements de fait, en tout cas sur la partie aval, sur Vichy. Il reste encore sur la partie amont un barrage important qui s'appelle le barrage de Poutès et qui a été aménagé pour faire remonter les saumons. Il y a un ascenseur qui a été aménagé, il y a une goulotte pour la dévalaison, mais c'est pas simple. Aujourd'hui, faire remonter ou descendre des poissons, c'est pas simple. Il faut vraiment pouvoir les attirer dans l'ascenseur. Il faut aussi attirer ces jeunes saumons qui veulent descendre dans la petite goulotte qui est un espèce de toboggan. Et aujourd'hui, c'est pas simple. Alors, la solution? La solution, ça serait beaucoup d'améliorations parce qu'il faut savoir que le potentiel amont du barrage, ça représente 50% pour la rivière. Et donc, chaque smolt qui décide à un moment donné de partir et de migrer doit arriver dans les délais à l'estuaire. Alors certes, on peut toujours arriver à le faire passer, mais s'il prend trop de retard, c'est foutu pour lui. Il n'arrivera pas dans les délais à l'estuaire, il ne sera pas capable de passer de l'eau douce à l'eau de mer. Donc les solutions aujourd'hui, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage doivent nous les proposer. C'est un beau projet, un projet de développement de notre territoire. Il y a un bel enjeu. C'est une décision qui doit se prendre pour 40 ans parce que le projet actuellement est en cours de renouvellement et on espère vraiment que les bonnes décisions seront prises. Il y a déjà un acquis. Il y a déjà le barrage de Saint-Étienne-de-Vigan qui a été gommé. A été effacé, effectivement. Saint-Étienne-du-Vigan était le dernier obstacle sur l'Allier, mais qui effectivement a été effacé. Ouais, c'est une décision qui engage sur les 40 années qui arrivent. Ça, c'est le plus important. Je crois que c'est à la fois un débat qui est local, certes, mais c'est aussi national et c'est européen. Je crois que l'Allier et la Loire,
c'est le dernier grand fleuve à posséder une souche de saumon de ce type-là. Et si on veut aider à recoloniser comme on le fait aujourd'hui sur le Rhin ou sur la Meuse, on le fait à partir de la souche alliée. D'où la nécessité, au titre de la biodiversité et du développement économique de ce territoire, de bien prendre en compte ce sujet saumon. Alors finalement, l'Allier, elle va bien ou elle va pas bien? Bah, écoute, l'Allier, elle va mieux. Il y a 10 ans, il y avait moins de 100 saumons dans la rivière. Aujourd'hui, on en a entre 300 et 500. Mais le vrai objectif, c'est d'en avoir 1200 dans 4 ans et 2400 en 2010. Ça, c'est le vrai objectif. Et à partir de là, la rivière, elle ira bien. Vous vous rendez compte que si le barrage de Poutès ne subit pas le même sort que le barrage de Saint-Étienne-du-Vigan, vos enfants devront mener la même bataille que vos parents pour que le saumon puisse vraiment revenir dans l'Allier. Allez Michel, fais pas cette tête-là. Reste optimiste.